Oui, professeur, il est partagé. Très bien. Donc, vous le voyez? Oui, on le voit. Très bien. Donc, on va commencer la séance. Je pense que elle va s'étaler une durée d'une heure. Hein, d'accord. Alors, je n'ai que l'écran en face de moi. Donc, s'il y a une interruption, veuillez me contacter par téléphone pour que je puisse reprendre la communication. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, l'objectif de cette séance, c'est approcher, hein, faire une approche diagnostique des hypertensions artérielles secondaires. Hein, d'accord. Donc, c'est essentiellement discuter une approche pratique. Hein, d'accord. Comment reconnaître et comment faire. Quel est l'intérêt et comment faire le diagnostic d'une hypertension artérielle secondaire. Donc, ça sera essentiellement une présentation, c'est l'essence. J'ai pratiquement résumé la majorité des aspects. Ensuite, je poserai quelques questions, comme ça pour voir voilà, peut-être la compréhension, et puis je vous laisserai quelques minutes pour poser vos questions, hein, d'accord, sur un des aspects diagnostiques qu'on peut éclaircir à la fin de la séance. Donc, comme vous le savez, l'hypertension artérielle est dans la grande majorité des cas, elle est essentielle. Elle est d'origine multifactorielle complexe, elle implique plusieurs organes et de nombreux mécanismes. Et l'hypertension artérielle, dans environ 10 à 15% des cas, elle est secondaire. Elle est secondaire à une étiologie bien déterminée et surtout à un mécanisme physiopathologique précis. Et lorsqu'on cible le mécanisme physiopathologique, hein, lorsqu'on cible par un traitement spécifique, cela nous permet dans un certain nombre de cas de guérir l'hypertension artérielle, voire au moins, hein, d'accord, de contrôler l'hypertension artérielle avec peu de médicaments. Quelle est la place du bilan de l'hypertension artérielle secondaire et comment le réaliser chez un patient hypertendu? Il faut savoir que les étiologies des hypertensions artérielles secondaires sont très multiples. On a essentiellement les causes rénales qui restent de loin les causes les plus fréquentes. Donc, elles peuvent être glomérulaires, elles peuvent être interstitielles, elles peuvent être vasculaires. Hein, d'accord, on a également les causes endocriniennes, le Cushing, le phéochromocytome, les dysthyroïdies, etc. On a également les causes cardiovasculaires, les causes médicamenteuses, les causes génétiques et j'en passe. Donc, notre approche de l'hypertension artérielle secondaire, donc la recherche de l'hypertension artérielle secondaire, ne peut être efficace et rentable que si elle s'appuie, hein, sur les données de l'examen clinique et de la biologie de base de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que notre recherche de l'hypertension artérielle secondaire chez le patient qui présente une hypertension, son point de départ, c'est un élément en faveur qui soit clinique et ou biologique. Donc, si on n'a pas de clinique et on n'a pas de biologique qui évoque une HTA secondaire, donc on ne la recherche pas. Ce n'est pas rentable, on ne peut pas faire toutes les explorations à la recherche d'une HTA secondaire. Donc, il faut savoir qu'il est important, donc c'est ce que j'essaierai de transmettre, qu'il est important de faire le diagnostic de l'hypertension artérielle secondaire, on va présenter les principaux indices cliniques et biologiques qui évoquent l'HTA secondaire et on va essayer de présenter une approche pratique du diagnostic de l'HTA secondaire en pratique et ses moyens de dépistage. Pourquoi le diagnostic de l'hypertension artérielle secondaire, il est important? D'abord, l'argument de fréquence. Il faut savoir que l'HTA secondaire, elle représente 10 à 15% elle est présente dans 10 à 15% des hypertendus. Donc, si on voit la fréquence de l'hypertension artérielle qui est aux alentours de 36% chez le patient adulte, vous comprenez que 10 à 15%, c'est assez conséquent. Et donc, la fréquence de l'hypertension artérielle secondaire, elle est de l'ordre de 10 à 15% d'une pathologie qui est fréquente, donc c'est un chiffre important.
Il faut savoir que la fréquence de l'hypertension artérielle chez l'enfant, notamment l'enfant moins de 13 ans et surtout en absence d'obésité, elle est jusqu'à 50%. Donc 50% de l'hypertension artérielle de l'enfant, elle est secondaire. Hein, d'accord, donc c'est fréquent chez l'enfant. Et chez les patients qui présentent une HTA résistante, 1 sur 3 présente une HTA secondaire. Donc, l'argument de fréquence, le premier argument de l'importance de la recherche de la HTA secondaire, c'est l'argument de fréquence. Le deuxième argument, c'est l'argument de sévérité. Il faut savoir que les patients qui présentent les hypertendus qui présentent une HTA secondaire, ils ont plus d'atteinte d'organes cibles, donc plus d'insuffisance cardiaque, plus de néphropathie ou d'insuffisance rénale. Ils font plus de complications cardiovasculaires, plus d'AVC, plus d'IDM, plus de mortalité cardiovasculaire. Donc, la morbimortalité cardiovasculaire, elle est plus importante en présence d'une HTA secondaire comparée aux patients hypertendus avec HTA essentielle. Le troisième argument, c'est l'argument d'efficacité. Hein, d'accord, pour un maximum d'efficacité dans la prise en charge de l'hypertension artérielle secondaire, il est important d'agir précocement, hein, d'accord, dans l'évolution. Il faut agir précocement avant que cette hypertension ait retenti sur les organes cibles, c'est-à-dire avant qu'on ait une hypertrophie importante avec des signes d'insuffisance cardiaque diastolique, avant qu'on ait un remaniement ou des accidents vasculaires, mais surtout avant d'avoir un retentissement sur le rein, parce que on sait, lorsqu'on a la néphroangiosclérose qui est secondaire à l'hypertension, donc l'hypertension artérielle, même si on traite l'origine secondaire, l'étiologie, hein, d'accord, l'hypertension artérielle va se pérenniser et le patient va garder cette hypertension artérielle. Donc, pour une efficacité maximale, il faut faire un diagnostic précoce et un traitement spécifique précoce pour augmenter les chances du patient pour guérir de cette hypertension artérielle secondaire. Donc, diagnostic précoce implique le dépistage, hein, d'accord. Donc, chez qui on va dépister cette hypertension artérielle secondaire? On va la dépister essentiellement chez le patient d'un jeune. Lorsqu'on a un hypertendu qui a moins de 30 ans, surtout s'il n'est pas obèse, hein, d'accord, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas d'obésité, là, on se dit, il y a probablement une HTA secondaire et on va faire une recherche étiologique. Chez les patients qui présentent une HTA sévère, hein, d'accord, avec retentissement important sur les organes cibles, une rétinopathie hypertensive sévère, une HVG importante, de l'insuffisance cardiaque, ici également on fait une enquête à la recherche d'une HTA secondaire. Chez les patients qui présentent une HTA résistante, c'est-à-dire qui sont sous triple thérapie antihypertensive à dose optimale ou maximale, y compris comprenant un diurétique, et malgré cette thérapeutique, ils ne sont pas aux objectifs tensionnels requis, hein, d'accord, donc ils ne sont pas contrôlés. Chez ces patients, on va rechercher une HTA secondaire. On la recherche également chez les patients qui étaient stables sous traitement et d'une façon brutale, ils vont présenter une instabilité qui n'est pas expliquée. Donc, ils ont été stables sur des années et puis brutalement, ils vont présenter des chiffres tensionnels très élevés alors qu'il n'y ait aucun facteur qui explique ce déséquilibre. Ni le patient, il a arrêté ses médicaments, voilà, ni a pas une observance sur l'hygiène diététique, etc. Donc, on ne l'explique pas. Un déséquilibre brutal non expliqué également nous fait évoquer une HTA secondaire. Et bien sûr, on recherchera une HTA secondaire lorsqu'on a une clinique, un indice clinique ou biologique qui nous suggère, hein, d'accord, la présence d'une HTA secondaire. Si j'ai un patient hypertendu qui présente des hypokaliémies spontanées, je vais suspecter un hyperaldostéronisme. Si un patient, je retrouve chez lui une anisotension, je vais suspecter une origine vasculaire à cette hypertension artérielle secondaire, qu'elle soit athéromateuse ou une maladie vasculaire comme le Takayasu, etc. Également, si je retrouve un souffle vasculaire, également. Donc, si j'ai un indice clinique ou un indice biologique qui m'évoque une HTA secondaire, bien sûr, je vais
proposer mon hypothèse et essayer de la confirmer ou de l'infirmer. Donc, ces situations où je recherche l'hypertension artérielle secondaire, donc, ils sont importantes à mémoriser. Il faut savoir que les causes les plus fréquentes de l'hypertension artérielle secondaire, elles se résument essentiellement à 4. Et ces causes, elles regroupent presque 80% des étiologies de l'hypertension artérielle secondaire. Donc, la grande majorité, qu'est-ce qu'ils vont présenter? Soit ils vont présenter un syndrome de l'apnée du sommeil, d'accord, et on va discuter ce syndrome. Il y a certains qui le considèrent comme une étiologie, comme une cause secondaire, et certaines qui le considèrent comme un phénotype d'une HTA sévère, d'accord. Donc, soit c'est un syndrome de l'apnée du sommeil, soit c'est une néphropathie, donc qu'elle soit interstitielle, glomérulaire, donc c'est une maladie rénale chronique, soit c'est un hyperaldostéronisme primaire, soit c'est une HTA rénovasculaire, qu'elle soit athéromateuse ou d'origine dysplasie fibromusculaire des artères rénales. Donc, c'est essentiellement ces 4 étiologies. C'est les causes les plus fréquentes de l'HTA secondaire. Le syndrome de l'apnée du sommeil, les néphropathies, donc le rein, d'accord, l'HTA rénovasculaire, d'accord, et l'hyperaldostéronisme primaire. Beaucoup plus rarement, on a les causes endocriniennes comme le phéochromocytome, le Cushing, les dysthyroïdies ou plus rarement la coartation de l'aorte qui est, regardez, moins de 1% des étiologies de l'HTA secondaire. Il faut savoir que la répartition de ces étiologies, elle n'est pas homogène selon l'âge, d'accord. Lorsque chez l'enfant, d'accord, jusqu'à 11 ans, d'accord, les causes les plus fréquentes dans cette catégorie, c'est essentiellement les maladies rénales parenchymateuses et c'est essentiellement les néphropathies tubulo-interstitielles qui vont évoluer vers une néphropathie, parfois également glomérulaire, mais essentiellement c'est une pathologie rénale parenchymateuse, donc une néphropathie qui est en cause ou parfois également moins fréquemment la coartation de l'aorte. Donc ça, c'est les causes prédominantes à cet âge. Les néphropathies, la coartation. Également de 12 à 18 ans, d'accord, l'adolescent, c'est également les néphropathies et de la coartation de l'aorte. Chez l'adulte jeune, donc 20 ans jusqu'à 40 ans, d'accord, c'est essentiellement les néphropathies et l'HTA rénovasculaire d'origine dysplasie fibromusculaire des artères rénales, d'accord, qu'il faut rechercher, d'accord, dans cette catégorie par un échodoppler des artères rénales. Donc ça, c'est les causes les plus fréquentes à cet âge. Pour l'adulte d'âge moyen, c'est essentiellement les causes les plus fréquentes, c'est l'hyperaldostéronisme, vous avez les dysthyroïdies, vous avez le syndrome de l'apnée du sommeil, le Cushing et le phéochromocytome. C'est un peu varié dans cette tranche d'âge. Chez le sujet âgé, c'est essentiellement l'HTA rénovasculaire d'origine athéroscléreuse, les causes rénales, l'insuffisance rénale chronique et les dysthyroïdies et surtout l'hypothyroïdie. Donc, vous voyez, on a des causes qui sont plus fréquentes par rapport à d'autres et vous allez voir que ça, c'est important dans notre démarche diagnostique ultérieure. Donc, quelle est notre démarche diagnostique? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Quelle est votre démarche diagnostique devant une suspicion d'HTA secondaire? Donc, la première étape, il faudra exclure une cause médicamenteuse. Ça, c'est la première étape. Est-ce que le patient prend un médicament qui favorise ou qui induit l'hypertension artérielle? Parce qu'une fois vous arrêtez ce médicament, les choses rentrent dans l'ordre, d'accord? Ou au moins l'hypertension artérielle sera contrôlée avec peu de médicaments. Donc ça, c'est la première étape, c'est exclure une cause médicamenteuse à cette hypertension artérielle. La deuxième étape, c'est de rechercher par notre interrogatoire, par notre examen clinique physique, donc par l'examen clinique et par la biologie de base qui est demandée devant toute hypertension artérielle, c'est-à-dire le bilan recommandé pour toute hypertension artérielle. Donc, est-ce qu'il y a des indices
favorisant une HTA secondaire. Donc, si je retrouve une insuffisance rénale, donc j'ai déjà une cause, c'est la néphropathie. Si je retrouve une hypokaliémie, donc je vais suspecter un hyperaldostéronisme primaire ou secondaire, on va voir. Hein, d'accord, mais probablement il y a un hyperaldostéronisme. Si le patient, il était sous IEC et il a aggravé la semaine qui suit sa fonction rénale, il a entraîné une insuffisance rénale ou une aggravation de l'insuffisance rénale, je vais suspecter une HTA rénovasculaire. Donc, je vais rechercher les indices cliniques et biologiques en faveur de l'HTA secondaire. Et je vais essayer de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse qui m'est évoquée par mon examen clinique. C'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape. Donc, la première étape, c'est exclure une HTA médicamenteuse. Deuxième étape, rechercher dans mon examen clinique et ma biologie de base de l'hypertension artérielle, est-ce que j'ai des indices qui suggèrent une HTA secondaire? La troisième étape, en absence d'indices cliniques, donc je n'ai aucun indice clinique ni indice biologique qui m'oriente ou qui me suggère une HTA secondaire. Cependant, mon patient figure parmi les patients à haute probabilité d'hypertension artérielle secondaire, comme on l'a vu précédemment. Par exemple, c'est un jeune qui a 18 ans, il présente une HTA, hein, d'accord, une HTA, hein, d'accord, et une hypertension artérielle. Il n'est pas obèse, il n'est pas diabétique. Et à l'examen physique, je ne retrouve rien. À l'examen biologique, il y a rien de particulier. Comment je vais rechercher l'HTA secondaire chez ce patient qui reste à haute probabilité? Là, je vais rechercher les causes les plus fréquentes selon l'âge et en priorité les causes réversibles. Donc, si mon patient, il figure, il a cet âge qui est 18 ans ou le 19 ans, ah, d'accord, donc la première exploration que je vais faire, même si j'ai pas d'indice, je vais demander un écho-doppler rénal, hein, d'accord, parce que je sais que dans cette tranche d'âge, les causes les plus fréquentes, hein, d'accord, sont les néphropathies, mais bon, j'ai pas d'insuffisance rénale, mais ça n'écarte pas. Je vais faire mon lapsix à la recherche de protéines. Si j'ai rien, hein, d'accord, je vais suspecter une HTA rénovasculaire et je vais demander un écho-doppler des artères rénales. Est-ce qu'il y a une dysplasie fibromusculaire chez ce patient? Et bien sûr, peut-être en second lieu, je vais penser à la coartation de l'aorte qui est légère et on va compléter par une échocardiographie à la recherche du gradient. Donc, chez ce patient, je ne vais pas faire tous les bilans, mais je vais, en absence d'éléments évocateurs, je vais rechercher les causes les plus fréquentes selon l'âge et en priorité les causes réversibles. Donc, les causes médicamenteuses, hein, d'accord, on a dit la première étape, c'est exclure une cause médicamenteuse. Plusieurs médicaments peuvent entraîner, induire ou aggraver une hypertension artérielle. Les plus fréquents restent les œstrogènes, les anti-inflammatoires qu'il faudra rechercher, les décongestionnants, hein, d'accord, les corticoïdes, bien sûr qu'il faudra arrêter. Il ne faut pas oublier certaines chimiothérapies comme la cyclosporine. Et bien sûr, chez les jeunes, il faut toujours rechercher la prise de drogue, la cocaïne, ecstasy, etc., ou de phytothérapie, herbes médicinales qui peuvent induire une hypertension artérielle. Il faudra les arrêter. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on va rechercher les indices cliniques et biologiques en faveur d'une HTA secondaire. Il y a plusieurs tableaux cliniques typiques que vous connaissez. On va rapidement les voir. Donc, l'hyperthyroïdie, c'est simple. Hein, d'accord, vous avez la tachycardie, c'est le maître symptôme dans l'hyperthyroïdie. On ne peut pas avoir une hyperthyroïdie sans tachycardie. Hein, d'accord. La tachycardie, la perte de poids, les tremblements, le goitre, la thermophobie, l'exophthalmie dans le bas d'eau, hein, tout ça va nous orienter vers une hyperthyroïdie. On va demander la TSH et une échothyroïdienne qui permet de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. L'hypothyroïdie également, devant la prise de poids, la chute de cheveux, la fatigue, la faiblesse musculaire, la bradycardie, la constipation, l'intolérance au froid. Hein, d'accord, tout ça nous évoque une hypothyroïdie, la présence d'un goitre dans la Hashimoto. Hein, d'accord, tout ça nous évoque une hypothyroïdie et bien sûr la TSH
permet de confirmer le diagnostic. Il faut savoir que les tableaux de dysthyroïdie chez le sujet âgé peuvent être frustrants. D'accord, il peut ne pas avoir les signes adéquats qu'on connaît chez le sujet jeune. Le sujet jeune, c'est expressif, mais le sujet âgé, ce n'est pas le cas. C'est pour ça, chez le sujet âgé, si vous avez un déséquilibre tensionnel brutal, etc., et que vous suspectez que vous le comprenez, qui n'est pas expliqué, vous suspectez une cause secondaire, il faut systématiquement demander une TSH, même si on n'a pas de signe franc d'hyper ou d'hypothyroïdie. Pour le syndrome de Cushing, d'accord, c'est la prise de poids rapide, l'asthénie, l'hirsutisme, l'obésité tronculaire, le buffalo neck, le faciès lunaire, les vergetures pourpres, l'acné, d'accord, tout ça, les membres grêles, tout ça, l'hypokaliémie, l'hyperglycémie ou l'intolérance au glucose, tous ces signes nous évoquent un syndrome de Cushing. Pour le dépister, on va demander, en présence de ces signes, le dosage du cortisol libre urinaire et s'il est élevé, d'accord, sur les urines de 24 heures, s'il est élevé, on va faire un test de freinage à la dexaméthasone. On va donner des comprimés de dexaméthasone le soir, d'accord, et on va doser le lendemain le cortisol du matin et on va voir ce cortisol, est-ce qu'il est freiné par la dexaméthasone ou pas. S'il est freiné, donc c'est peu probable. S'il n'est pas freiné, donc c'est une sécrétion inappropriée et ça nous confirme le diagnostic de Cushing. Ensuite, on va voir si ce syndrome de Cushing, il est dépendant de l'ACTH ou pas. D'accord, si l'ACTH est élevé, donc c'est une tumeur hypophysaire. Bien sûr, il faut faire les imageries cérébrales et abdominales. Si l'ACTH, elle est faible, c'est-à-dire que c'est une sécrétion soit des surrénales, soit tumorale, pulmonaire, etc., extra-surrénalienne, et là, c'est l'imagerie qui va nous préciser la tumeur. Donc, il faut savoir, lorsqu'on traite chirurgicalement la tumeur à l'origine de cette synthèse de cortisol ou d'ACTH, d'accord, ça nous permet d'avoir une guérison de l'hypertension qui varie entre 65 à 90%. Donc ça, c'est une des causes qui est réversible de l'hypertension artérielle. Donc il faut connaître le tableau clinique évocateur du Cushing et si on a ce tableau, il faut d'accord, asseoir le diagnostic pour pouvoir traiter efficacement le patient. Le phéochromocytome, vous connaissez tous la triade de Ménard, les céphalées, les palpitations et les sueurs, mais également il y a la perte de poids, il y a les flashs, il y a des vomissements, parfois des malaises, d'accord, la tendance à l'hyperglycémie chez quelqu'un qui est jeune, qui est maigre, tout ça c'est des éléments, c'est le phéochromocytome. La particularité du phéochromocytome, c'est que c'est une maladie qui est symptomatique. Vous ne pouvez pas avoir un phéochromocytome sans symptômes adrénergiques, d'accord. Donc c'est une maladie symptomatique et c'est essentiellement devant cette triade de Ménard qui nous l'a fait suspecter. Actuellement, les avancées des dosages biochimiques nous permettent de facilement, de poser le diagnostic avec peu de difficultés. Donc, on va doser les dérivés méthoxylés urinaires, d'accord, et donc élevé, ça va nous poser, donc nous faire le diagnostic du phéochromocytome. L'étape suivante, ça sera localiser. Est-ce que c'est un phéochromocytome, une tumeur surrénalienne, qui est le cas le plus fréquent dans 80%, ou est-ce que c'est un paragangliome, une sécrétion extra-surrénalienne, d'accord, et là, c'est l'imagerie, la scintigraphie qui va préciser le diagnostic. Il faut savoir juste pour les bilans, pour le dosage hormonal, qu'il faut le faire avec précaution après avoir arrêter les médicaments qui interfèrent avec le dosage, surtout les médicaments qui vont nous donner des faux positifs, d'accord, comme les antidépresseurs, le labétolol, les bêta-bloquants, tout ça peut entraîner des faux positifs. Il faut arrêter
les médicaments donc qui peuvent interférer avec le dosage pour interpréter correctement le dosage. Donc le dosage, il sera refait une deuxième fois pour confirmer. Si on a deux dosages concordants, on pose le diagnostic de phéochromocytome et à cette étape, on va faire le diagnostic topographique, c'est-à-dire rechercher la tumeur. Il faut savoir que le phéochromocytome, il peut être acquis, comme il peut être sporadique, comme il peut être génétique. Les formes génétiques les plus fréquentes restent les NEM2, qui vont se manifester essentiellement par le cancer médulaire de la thyroïde et l'hyperparathyroïdie, ensuite le phéochromocytome. Donc, les deux pathologies, l'hyperpara et le cancer médulaire de la thyroïde, ils précèdent, d'accord, le phéochromocytome, mais également on peut le voir dans la neurofibromatose, comme vous voyez ici, c'est neurofibrome avec des taches café au lait, avec une hypertension artérielle, ça évoque directement la neurofibromatose. On peut avoir également dans la maladie de von Hippel-Lindau, qui est rare, des tumeurs cérébrales, oculaires, voilà, qui peuvent évoquer, ça reste des pathologies qui sont rares. L'acromégalie, d'accord, c'est essentiellement, c'est une pathologie très rare, d'accord, moins de 1-2 sur millions, d'accord. Chez l'adulte, elle va se manifester essentiellement par des traits qui deviennent grossiers, par une taille qui reste accrue, mais chez l'adulte, on va pas voir essentiellement, c'est la stature, elle est fixée, donc c'est essentiellement c'est la trophicité des mains, des pieds qui augmente, le chaussage qui change, la langue qui devient également augmentée de volume, mais essentiellement également les traits qui deviennent grossiers, le prognatisme de la mâchoire inférieure, tous ces éléments, la grande fatigabilité évoquent l'acromégalie, le dosage de l'IGF, donc dans des centres spécialisés, permet de faire confirmer le diagnostic. Le syndrome de l'apnée du sommeil, on a dit que c'est une cause fréquente chez l'adulte, d'accord, il sera suspecté essentiellement chez les gens qui ont un surpoids ou une obésité, qui ont des ronflements ou des sensations d'étouffement, d'accord, nocturne avec réveil répété, mais c'est surtout les ronflements, une somnolence diurne, des céphalées matinales. Donc, chez ces patients, on va suspecter le syndrome de l'apnée du sommeil. On va faire une oxymétrie nocturne, une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie, d'accord, qui va nous préciser les index, le calcul des index apnée-hyperpnée, et lorsqu'ils sont supérieurs à 15, on va poser le diagnostic. Et chez ces patients, lorsqu'on met une ventilation à pression positive, donc cela nous permet de améliorer les chiffres tensionnels. Il faut savoir que l'amélioration, elle n'est pas importante. Les études ont montré que l'amélioration n'était pas très importante, mais cependant chez les patients qui sont à haut risque, c'est même une amélioration on peut voir une amélioration jusqu'à 7 à 10 mm de mercure systolique, et chez ces patients, ça peut être significatif donc dans l'amélioration du risque cardiovasculaire de ces patients. Il faut savoir que chez ces patients, le fait de diminuer le poids, donc l'amaigrissement, mais surtout de mettre des anti-aldostérones, la spironolactone, permet de contrôler l'hypertension artérielle le plus souvent chez ces patients. La STA rénovasculaire, notamment athérosclérose, elle sera suspectée essentiellement chez les sujets polyartériels. Le plus souvent, un âge au-delà de 55 ans, voire au-delà de 65 ans. Chez des polyartériels, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait des AVC, qui ont des IDM ou une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, chez ces patients, le fait d'avoir un déséquilibre brutal de l'hypertension artérielle va nous faire suspecter une sténose de l'artère rénale, d'accord, ou par exemple, le fait d'avoir une aggravation ou la présence ou l'installation d'une insuffisance rénale sous IEC ou ZARA2. Donc, chez ces patients, ça va nous suspecter une HTA rénovasculaire et on va faire un écho-doppler qui nous permet de faire le diagnostic avec une très bonne sensibilité et spécificité. Ensuite, ça sera un angioscanner ou un angio-IRM qui se fera essentiellement en pré-thérapeutique. Il faut savoir que pour l'HTA rénovasculaire d'origine athéromateuse, les indications à la revascularisation ne sont pas fortes, donc c'est juste un grade 2B et c'est essentiellement chez les patients qui présentent des OAP
réfractaires qui font beaucoup plus des crises d'OAP du fait d'HTA aigu, de pic d'urgence tensionnelle, et voilà, qu'on n'arrive pas à stabiliser, qu'on retrouve cette sténose de l'artère rénale chez ces patients, on a une indication à revasculariser, parce que même avec la revascularisation, il faut savoir que les patients gardent une hypertension artérielle parce que il y a un retentissement sur le rein qui va maintenir l'hypertension, mais les patients qui présentent des OAP réfractaires, ils peuvent améliorer leur symptomatologie par la revascularisation rénale. D'accord. Pour la dysplasie fibromusculaire, donc c'est l'HTA rénovasculaire du fait d'une dysplasie fibromusculaire qui se voit essentiellement chez l'adolescent, l'adulte jeune. Donc on va la suspecter, donc c'est essentiellement entre 15 et 40 ans. Donc c'est en rapport avec une maladie des artères rénales, donc qui va entraîner des sténoses qui sont essentiellement de siège distal comparé à l'athérosclérose qui est le plus souvent proximal. Donc, dans la dysplasie fibromusculaire, on a essentiellement cette image en collier de perles qui est vers l'extrémité distale de l'artère rénale. Et chez ces patients, donc, on la suspectera devant l'âge jeune, hein, d'accord. Donc, on va demander une écho-doppler des artères rénales. On peut le suspecter également l'existence d'un souffle abdominal, donc ça la fait suspecter, ou la présence d'une insuffisance rénale, ou avec la mise sous IEC, donc également ça la fait suspecter. Le diagnostic ou une hypokaliémie, donc HTA rénovasculaire, hyperaldostéronisme secondaire. Donc, ça fait suspecter cette pathologie. On fait le diagnostic par l'écho-doppler et ensuite, on le confirme en pré-thérapeutique par un angioscanner. Et chez ces patients, revasculariser ces artères, surtout précocement, permet de guérir les patients. Hein, donc, c'est une cause qui est réversible. La coartation de l'aorte, elle se voit essentiellement chez l'enfant. Hein, c'est la pathologie de l'enfant, le jeune adolescent, mais essentiellement l'enfant adolescent. Donc, devant des céphalées, de l'hypertension artérielle, mais surtout chez ces patients, ils vont présenter des faiblesses au niveau des membres inférieurs. Hein, ils n'arrivent pas à courir, ils ont une faiblesse au niveau des membres inférieurs, une froideur des pieds. Vous allez palper les poux fémoraux, vous allez les trouver diminués ou abolis. Donc, vous allez suspecter une coartation de l'aorte. Hein, d'accord. Vous allez prendre la tension artérielle au membre supérieur et au membre inférieur, et là vous allez trouver une différence, que les chiffres tensionnels au niveau des membres inférieurs sont moins de 20 mm de mercure, 15 à 20 mm de mercure comparé au membre supérieur. Et là, vous suspectez votre coartation. Vous allez faire le diagnostic par une échocardiographie, surtout chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus un angioscanner ou un angio-IRM qui va poser le diagnostic. La présence d'un gradient au-delà de 30 permet de poser transaortique, permet de poser le diagnostic de coartation de l'aorte. Chez ces patients, il y a indication à faire une chirurgie à partir d'un gradient au-delà de 30 mm de mercure. Vous voyez les encoches costales, hein, d'accord. Vous allez demander un téléthorax chez ces patients et vous allez retrouver, regardez ici, hein, d'accord. Vous avez ces encoches costales ici également. C'est la circulation collatérale qui va limiter le développement des côtes, hein, d'accord. Il va laisser ces empreintes, hein, d'accord. On les voit ici, ces encoches. Et là, vous voyez cette aorte qui est en double contour, hein, d'accord. Ici, le siège de la sténose, un téléthorax très en faveur d'une coartation de l'aorte. Vous le voyez également ici, plus typique, hein, vous voyez les encoches costales. Lorsque vous avez cet aspect chez un enfant qui fait de l'hypertension artérielle, regardez la circulation collatérale et c'est elle qui est la source de cette empreinte costale, hein, dans le développement de la cage thoracique. Vous allez avoir ces empreintes et c'est un signe qui vous dit qu'il y a une coartation de l'aorte. Vous allez faire une échographie, vous allez calculer le gradient ici de l'aorte et vous allez trouver un gradient au-delà de 30, donc il vous pose le diagnostic d'une coartation de l'aorte. Les néphropathies, donc les néphropathies c'est facile, hein, ça fait partie, c'est du bilan de l'hypertension artérielle. On a dit que c'est la cause la plus fréquente. Donc les néphropathies vont s'exprimer essentiellement soit par le biais de protéinurie que vous allez dépister par votre bandelette, soit par le biais d'une insuffisance rénale. Et ça, c'est la créate qui sera élevée, elle va vous orienter. Donc ça, c'est pas la difficulté. Il n'est pas difficile de poser le diagnostic d'une néphropathie. La problématique avec la néphropathie, c'est qu'on n'arrive pas à
à guérir l'hypertension artérielle. Au contraire, l'hypertension artérielle va précipiter l'insuffisance rénale et donc il y a une synergie d'action. Donc chez ces patients, le plus important, c'est de contrôler l'hypertension artérielle pour ralentir l'évolution de cette insuffisance rénale. L'origine, il faut savoir que la polykystose reste une cause fréquente et que la polykystose, elle peut être frustre, c'est-à-dire que on peut ne pas avoir de protéinurie, on peut avoir la fonction rénale qui se maintient à des stades avancés. Chez ces patients, il faut toujours rechercher une cause, une néphropathie familiale. Ça fait partie de l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a une maladie rénale? Et lorsqu'on a une polykystose, c'est facile parce qu'on fait une échographie et c'est un diagnostic facile. Regardez les kystes, etc. Et si on a une polykystose familiale et on est hypertendu, il faut rapidement faire une échographie pour écarter le diagnostic. Ça, c'est juste pour vous interpeller, pour vous dire que la polykystose rénale, qui est assez fréquente, elle peut être présente sans protéinurie et sans insuffisance rénale au stade de départ, hein, d'accord, et qui va s'accompagner d'une HTA sévère, hein, d'accord. Et chez ces patients, donc c'est la notion de polykystose familiale, donc d'antécédents familiaux, qui va nous préciser le diagnostic. Et chez ces patients, il est impératif de contrôler les chiffres tensionnels pour pouvoir ralentir l'évolution de l'insuffisance rénale. Le diagnostic le plus difficile à faire dans l'HTA secondaire, et ça c'est le dernier diagnostic, hein, d'accord, le plus pertinent à rechercher reste l'hyperaldostéronisme primaire, qu'on va rechercher essentiellement chez les sujets adultes. On a dit que c'est la pathologie beaucoup plus de l'adulte d'âge moyen. L'hyperaldostéronisme primaire, pourquoi? D'abord, sa fréquence, pourquoi il est important de faire? Donc, il est en rapport avec une sécrétion inappropriée d'aldostérone, d'accord, par la surrénale qui est indépendante de la rénine. D'accord? Pourquoi il est important de faire le diagnostic de cette maladie? D'abord parce qu'elle est fréquente, hein, d'accord? Jusqu'à 11% des patients qui présentent une hypertension artérielle présentent un hyperaldostéronisme primaire. Et voilà, et parce que le fait de traiter et parce que bien sûr elle s'accompagne d'une morbidité cardiovasculaire importante et qu'on arrive à contrôler cette maladie ou à la guérir avec un traitement spécifique. Et s'il y a un retard à cette prise en charge thérapeutique spécifique, le patient peut avoir un retentissement sévère sur le cœur ou sur le rein et qui sera irréversible. Donc il est très important, c'est une des causes les plus importantes à rechercher chez l'adulte, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. C'est pour ça, les dernières recommandations internationales, on lui a consacré des recommandations particulières que pour lui, pour le dépistage. Donc, il est recommandé de dépister l'hyperaldostéronisme primaire en présence d'une HTA sévère, d'une HTA résistante, et vous connaissez que ça veut dire une HTA résistante, une HTA qui n'est pas contrôlée sous 3 traitements antihypertenseurs à dose max comprenant un traitement diurétique, en présence d'une hypokaliémie, donc un hypertendu qui fait une hypokaliémie, qu'elle soit spontanée ou qu'elle soit induite par une petite dose de diurétique, il faut explorer et rechercher un hyperaldostéronisme primaire. Et bien sûr en présence d'un incidentalum. Actuellement, on élargit également les recommandations en faveur d'une fibrillation inexpliquée ou un AVC chez le sujet jeune ou le syndrome des apnées du sommeil. Donc, tous ces patients, on recommande de faire un dépistage systématique de l'hyperaldostéronisme primaire. Comment on va faire le dépistage? On va calculer le rapport aldostérone sur rénine plasmatique. Hein, d'accord? On va calculer l'activité rénine plasmatique en nanogrammes par millilitre et on va calculer le dosage de la rénine de l'aldostérone en nanogrammes par décilitre et on va faire le rapport aldostérone sur rénine plasmatique. Et lorsque ce rapport il est au-delà de 30, hein, d'accord, ça nous fait suspecter un hyperaldostéronisme primaire, hein, d'accord. Et chez ces patients, hein, d'accord, il faut également
pour faire ce dosage, il faut respecter les conditions du dosage, hein, d'accord. Le patient on doit corriger l'hypokaliémie s'il a une hypokaliémie. Son régime, il doit être normodosé, il doit pas être sous régime hyposodé. Donc là, on va calculer la natriurèse pour être certain qu'il a un apport approprié en sodium, et la natriurèse, elle doit être entre 100 et 200. Donc, on doit arrêter un régime hyposodé, on doit corriger une hypokaliémie avant de calculer ce rapport, et on doit arrêter les médicaments qui interfèrent avec le dosage. On doit arrêter les anti-aldostérones pendant au moins 6 semaines, et les autres médicaments comme les diurétiques, les IEC et les ARA2 pendant 2 semaines. Donc, on peut maintenir le patient sous inhibiteur calcique, sous alpha-bloquant, on peut le maintenir également sous antihypertenseur central dans cette période d'exploration. Si ce rapport avec les conditions optimales, il est au-delà de 30, donc là, on suspecte un hyperaldostéronisme primaire, et chez ces patients, on va confirmer le diagnostic par une épreuve de charge sodée, hein, d'accord, pour voir s'il y a une frénation dans des centres spécialisés. Nous, ce qui est demandé, c'est de faire la suspicion, hein, d'accord. Une fois que je fais le dosage, je dis que j'ai un rapport, là, je vais confier au spécialiste, il va faire l'épreuve de charge, il va faire l'imagerie, hein, d'accord, à la recherche de l'adénome ou de l'hyperplasie de la surrénale. Il faut savoir que chez ces patients, lorsqu'on leur met un traitement spécifique, c'est-à-dire pour les hyperplasies, on va mettre des anti-aldostérones comme l'aldactone, et pour les tumeurs avec sécrétion unilatérale, on va faire une cure chirurgicale. Cela nous permet une amélioration jusqu'à 94 des cas, donc sur les chiffres tensionnels, sur les éléments biochimiques, et une guérison complète jusqu'à 37% des cas. Et donc ça, c'est significatif chez des patients qui font souvent des HTA sévères. Voilà. Donc, je récapitule rapidement. Donc, on a dit, donc, chez les patients qui présentent une forte probabilité d'HTA secondaire, et on a vu c'est qui ces patients, hein, d'accord. On va rechercher les indices cliniques, hein, rechercher une cause médicamentaire, on va l'écarter rapidement à l'interrogatoire. Ensuite, je vais rechercher les indices cliniques. Si j'ai un indice clinique, je vais vers cette étiologie, je vais essayer de la confirmer avec les explorations spécifique. Si je n'ai pas d'indice clinique, là, je vais m'orienter selon l'âge du patient. Chez le sujet jeune, l'enfant et l'adolescent, je vais demander essentiellement l'exploration rénale, donc la bandelette, l'échographie rénale, l'écho-doppler, pour la coartation, une ETT, une échocardiographie. Si c'était un adulte jeune, donc c'est les causes rénales, l'exploration rénale, mais également rénovasculaire, je vais rechercher l'HTA rénovasculaire par dysplasie. Chez l'adulte jeune, là, c'est le syndrome de l'apnée du sommeil, je vais rechercher les indices, je vais rechercher les signes en faveur du Cushing, du phéochromocytome, voilà, donc je vais essayer de faire une polysomnographie si j'ai des indices en faveur, donc je vais explorer essentiellement ces étiologies. Et chez l'adulte, chez le sujet âgé au-delà de 65 ans, c'est essentiellement les dysthyroïdies, la TSH et l'écho-doppler des artères rénales à la recherche d'une HTA rénovasculaire. C'est bon? Vous êtes là? Oui, on est là, docteur. Très bien. Donc, je vous pose quelques questions. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Donc, on a cette jeune femme de 62 ans, hein, d'accord, qui est diabétique, qui a une HTA, hein, d'accord, qui est stable sous irbesartan, sous nicardipine et hydrochlorothiazide. Elle, pour son diabète, elle est sous metformine. Elle a fait une tuberculose, une adénite tuberculeuse. On l'a mis sous traitement. Et une semaine après le traitement antituberculeux, elle consulte aux urgences avec des chiffres tensionnels très élevés, hein, au-delà de 180-90, hein, d'accord, avec des céphalées intenses, et elle fait une crise tonico-clonique généralisée. Vous faites le bilan, vous retrouvez une différence, une augmentation de la fonction rénale, hein, donc plus de 37% de la créatinine et une protéinurie. Hein, d'accord.
Donc, chez cette patiente, d'accord, vous réalisez, puisqu'elle a fait une crise tonico-clonique, vous allez demander une imagerie cérébrale, d'accord, à la recherche d'un accident vasculaire ou autre, et vous allez avoir cet aspect. Est-ce que vous pouvez me dire si cet aspect vous évoque quelque chose? Oui? Est-ce que cet aspect vous évoque quelque chose? Œdème cérébral. Voilà, donc vous avez un œdème cérébral, donc c'est pas une imagerie normale, d'accord. Vous n'avez pas, si c'était une imagerie normale, on aurait pu dire peut-être que c'est un AVC, d'accord, parce que les premiers signes, on peut ne pas avoir, mais ici c'est une IRM. Normalement, il y a une sensibilité à toute ischémie. Mais par contre, ici, on a un œdème qui est postérieur, d'accord, donc qui est postérieur. Et chez ces patients, d'accord, cet œdème postérieur, il est en faveur avec une encéphalopathie hypertensive, d'accord. Alors, chez cette patiente, est-ce qu'il y a un mécanisme que vous pouvez, est-ce que vous êtes orienté par un mécanisme chez cette patiente? Pourquoi elle a fait ce déséquilibre tensionnel? Oui. Donc, on a dit que c'est une patiente qui a une hypertension qui est assez sévère, d'accord, mais qui était contrôlée sous nicardipine, sous irbesartan et sous diurétique. Elle a un diabète, sous metformine. Elle a 62 ans, d'accord. Comme antécédent à l'interrogatoire, elle prend ses médicaments, etc. Tout est pris, donc il n'y a pas un arrêt de la thérapeutique. Et elle fait une tuberculose, une adénite tuberculeuse. On la met sous traitement, isoniazide, rifampicine et pyrazinamide. Une semaine après, elle vient aux urgences avec un pic hypertensif et avec des céphalées atroces. Et ensuite, elle fait une crise tonico-clonique. Est-ce que ce tableau, là, vous allez confirmer cette encéphalopathie hypertensive, est-ce que ce tableau vous évoque une étiologie? Oui, vous pouvez, on est en train de discuter, Allez-y. La prise des antitubercules. La prise des antituberculés, elle est en cause de ce déséquilibre de l'hypertension. Pourquoi? Parce que l'HTA est révélée après 6 jours du traitement. Donc ça, c'est un réflexe juste et c'est une réponse juste, mais il faut l'expliquer. C'est une patiente qui était stable et une semaine après un traitement antituberculeux, elle devient instable et elle fait une HTA sévère. Effectivement, on a dit la première des causes, lorsqu'on a une suspicion d'une HTA secondaire, on va rechercher les causes médicamenteuses. Il faut jamais les oublier. C'est la première des causes. Il faut écarter une cause médicamenteuse avant de penser à autre chose. Et là, il y a la prise d'antituberculeux qui précède dans la semaine et juste après, elle fait le déséquilibre. Et effectivement, d'accord, vous avez l'administration de la rifampicine, elle bloque l'activité de la nicardipine, donc par le biais donc du cytochrome P450. Donc chez cette patiente, lorsqu'on a dosé la nicardipine, on l'a trouvé indosable, donc il n'y avait rien. Donc c'est l'inefficacité de cette nicardipine qui a entraîné, d'accord, chez cette patiente qui est âgée, qui est diabétique, donc qui est vulnérable, qui a entraîné un pic hypertensif qui a retenti de la façon. Donc voilà, donc il faut toujours, lorsqu'il y a une prescription, rechercher les interférences médicamenteuses, surtout avec l'hypertension artérielle. Lorsque vous prescrivez un médicament chez un patient qui a des antécédents d'hypertension, il faut rechercher est-ce qu'il y a des interférences avec cette pathologie chronique. Très bien, là, vous avez un patient qui a 42 ans, qui n'a pas d'antécédents médicaux notables, qui consulte pour des palpitations. Il rapporte des épisodes récidivants depuis 5 ans, accompagnés de sentiments de peur, d'angoisse, de panique, de maux de tête. Il a été noté une tension artérielle élevée à 2 reprises, mais la pression artérielle, elle est souvent normale, d'accord, donc elle est variable. Il n'y a pas d'antécédents familiaux d'hypertension artérielle ni de maladie vasculaire. Le CG et les examens et les électrolytes sont normaux. Donc, est-ce qu'il faut penser chez ce patient à un phéochromocytome? Est-ce qu'il faut faire des investigations? Comment et comment gérer cette hypertension artérielle? Oui. Donc, est-ce qu'il faut entreprendre des investigations pour le phéochromocytome?
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, professeur. Allez-y. Est-ce que chez ce patient, vous allez rechercher les investigations, doser ou explorer le phéochromocytome? Je crois non, parce qu'il n'y a pas de signe en faveur. Il n'y a pas de signe en faveur de phéochromocytome. Alors, Il n'y a pas de prise médicamenteuse tout d'abord. hein, Il n'y a pas de signe en faveur d'un phéochromocytome. d'accord. Euh, Est-ce que les autres sont d'accord? le phéochromocytome, c'est une maladie symptomatique. Donc, on n'a pas de symptômes. Il a des symptômes, il a des céphalées et des palpitations. Très bien. Et à votre avis, est-ce qu'il faut faire la recherche du phéochromocytome? Oui, Hein? on doit dépister un phéochromocytome. Il a des palpitations plus des maux de tête. Ouais, Donc, très bien. Très bien. Donc, alors, regardez, ici, vous avez une HTA qui est labile. Vous voyez, il te dit, je l'ai prise, elle était élevée, même elle est devenue normale. La labilité tensionnelle, c'est un élément. Si un patient regarde, hein, il te dit qu'il a des palpitations, hein, et des épisodes, il sait pas tout le temps, c'est des épisodes récidivants qui sont accompagnés d'angoisse, de sensations de panique, de maux de tête. Alors, vous avez des céphalées, des palpitations et des pics tensionnels avec une HTA labile. Donc ça, hein, c'est des signes en faveur du phéochromocytome. D'accord? D'accord? Donc, c'est des signes en faveur de… Alors, regardez, c'est l'évolution par épisode. Une HTA labile, il rapporte des céphalées, il rapporte des crises de panique. Vous voyez, des crises de panique. Hein, d'accord? Avec sentiment de peur, de l'angoisse, des maux de tête, hein, d'accord? Des palpitations. Tout ça, c'est des symptomatologies adrénergiques en crise avec des pics tensionnels, ça évoque le phéochromocytome, mais effectivement, même si j'ai pas de retentissement, je vais faire l'exploration du phéochromocytome. Et qu'est-ce que je fais pour explorer le phéochromocytome? Qu'est-ce que je vais faire chez ce patient? Dosage des dérivés méthoxylés. Donc, je vais faire le dosage des dérivés méthoxylés urinaires, hein, pas uniquement urinaires. On peut faire les plasmatiques, ils sont plus spécifiques, oui, mais cependant, hein, d'accord, ils ne se font pas, là, ils sont pas facilement faisables. Par contre, les dérivés méthoxylés urinaires, on peut le faire. Et ils sont une très bonne sensibilité, une spécificité, d'accord. Et s'ils sont élevés, hein, d'accord, ici, je vais les reconfirmer, hein, d'accord. Ensuite, je vais passer à la localisation de ma tumeur, hein, d'accord. Est-ce qu'elle est surrénalienne ou autre, d'accord? Très bien. Voilà, ouais. Il faut savoir, et ça c'est un élément important, avant de doser les dérivés méthoxylés urinaires, il faut toujours s'assurer que le patient, il n'y a pas d'interférence médicamenteuse. Il ne faut pas entraîner, faire des dosages pour ne rien voir, hein, pour ne pas pouvoir les interpréter. Tout médicament qui va interférer avec le dosage des dérivés méthoxylés, je dois l'arrêter, notamment le labétolol, les tricycliques, les antidépresseurs, les inhibiteurs calciques, certaines drogues, d'accord, il faudra qu'elles soient arrêtées pour pouvoir interpréter le dosage. Sinon, je peux avoir des faux positifs et je vais m'engager dans des imageries, dans de la scintigraphie, le diagnostic topographique dans le phéochromocytome qu'après avoir confirmé le diagnostic biochimique du phéochromocytome et ce diagnostic biochimique ne peut se faire qu'après avoir arrêté tout médicament qui peut interférer avec le dosage.
très bien. Ouais. Donc, bien sûr, en préopératoire, il faut toujours stabiliser le patient. Il faut jamais donner les bêta-bloquants en premier, sinon vous allez entraîner des crises hypertensives. D'accord, il faut commencer par un inhibiteur calcique ou un alpha-bloquant. Si le patient, malgré ça, la tension n'est pas contrôlée ou il est tachycarde, on peut associer après une petite dose de bêta-bloquant. D'accord. Donc, vous avez cette femme qui est donc à peau noire, qui a 37 ans, qui a une tension qui est à 140 pour la systolique, 100 mm pour la diastolique. L'examen clinique est sans particularité. Le bilan, vous retrouvez ce bilan, hein, d'accord, l'albumine, il y a la chimie urinaire, il n'y a rien, la bandelette urinaire, il n'y a rien, le sodium 140, le potassium à 3,5 milli équivalent, la créatinine à 10 mg, la calcémie à 90, la glycémie à 0,9 g, l'acide urique à 50 mg par décilitre, hein, d'accord. Lequel, quel est le diagnostic probable de l'hypertension chez cette patiente? Vous êtes là? C'est la dernière plaque, hein? Vous êtes là? Oui, oui. Oui, on est là. Oui, professeur. Alors, très bien. Alors, c'est la dernière. Je sais que j'ai tardé. Alors, vous avez cette femme. Elle a la tension qui est à 140-100. L'examen clinique, il n'y a rien. Il n'y a pas d'indice clinique. Hein, d'accord? Vous avez demandé un bilan biologique de base de l'hypertension. Il est comme suit. D'accord? Il n'y a pas de protéinurie. La créate, elle est à 10 mg par décilitre. La glycémie, la calcémie à 90 mg par décilitre, l'acide urique qui est normal, le potassium qui est à 3,5, le sodium à 140. Est-ce qu'il y a un diagnostic à cette hypertension? Oui? Alors? Essentiel. Hypertension essentielle. Ah, bravo, bravo. Donc, vous suivez, très bien. Donc, je n'ai pas d'argument clinique, je n'ai pas d'indice clinique, il n'y a pas de prise médicamenteuse, mon interrogatoire, il n'y a rien. Mon examen physique, il n'y a aucun clé clinique. Mon bilan biologique, il est dans les normes, dans les limites de la normale. J'ai pas d'hypokaliémie, j'ai pas de protéinurie, j'ai pas d'insuffisance rénale. Je n'ai pas d'indice. À ce point, je dis hypertension artérielle essentielle. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Bon, quelques questions, mais bon, je ne sais pas si on termine. Allez-y. Alors, je continue. 2 dernières questions rapidement. Un jeune homme de 16 ans qui présente une HTA lors d'une évaluation de routine. À l'examen, vous avez une tension dans les bras et plus, dans la tension dans les membres supérieurs est plus élevée comparée aux membres inférieurs de 10 mm de mercure. Lequel De l'aorte. de ces éléments est le plus probable? Insuffisance aortique, non. Hein, d'accord, on a un élargissement de la différentielle. La coartation de l'aorte, oui. Hein, d'accord, parce que normalement, la tension aux jambes, elle est supérieure à la tension aux membres supérieurs. Là, c'est le contraire. Et donc, il est jeune. Hein, d'accord, on n'explique pas. Donc, c'est la coartation. L'anévrisme, non. Le diabète, non. Hein, d'accord. Une variante normale, non. Dernière question. Donc, vous avez une HTA secondaire et suspectée en cas. L'HTA secondaire est suspectée en cas d'infection urinaire récidivante dans l'enfance, une hypertension artérielle avec hypokaliémie sous diurétique, une tension artérielle insuffisamment contrôlée sous pyridopril, amlodipine, métoprolol, absence de baisse de la tension artérielle la nuit en MAPA, atteinte d'organes sévères chez un patient avec une HTA récente. Parmi ces propositions, chez qui je vais suspecter une HTA secondaire? HTA résistante. Bébé. Alors, commençons par le A. Est-ce que je vais la suspecter ici? Non. Infection récidivante dans l'enfance. Ça peut avoir une relation avec une néphropathie. Ouais, donc d'accord. Donc, Des malformations urinaires. voilà. Donc, le fait d'avoir des infections urinaires, ça peut nous orienter vers une cause, vers une néphropathie, tubulo interstitielle. Hein, d'accord.
mais ça peut orienter, hein, d'accord. Elle peut être suspectée chez un enfant, chez un sujet qui fait des infections urinaires récidivantes chez l'enfance. Dans l'enfance, on sait qu'il y a une tubulopathie. Si c'était chez l'adulte, non. Mais l'enfant qui fait des infections récidivantes, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation. Donc, dans cette situation, on le prend en considération. Donc, deuxième proposition, une hypertension artérielle, hypokaliémie sous diurétique. Oui. Est-ce que chez ce patient, je vais suspecter une HTA secondaire? Allez-y. Non. Alors, non ou oui? Hein? Oui, Non. oui. Non. Alors, vous êtes dispersés, je vais répondre. On va suspecter chez ce patient. J'ai dit, le fait d'avoir une hypokaliémie, qu'elle soit induite ou pas, fait suspecter une HTA secondaire et surtout l'hyperaldostéronisme primaire. Et j'ai insisté, s'il y a une étiologie qu'il faut bien rechercher chez l'adulte, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. Dès que vous avez une hypokaliémie, même s'il est sous diurétique et que l'hypokaliémie, elle est persistante, il faut suspecter. Donc, chez ce patient, je vais suspecter une HTA secondaire. Troisième proposition, HTA, tension artérielle insuffisamment contrôlée sous pérendopryl, amlodipine et métropolol. Oui, c'est une HTA résistante. Alors, les autres, Non. pourquoi? Il n'y a pas un Pourquoi? Diurétique, voilà. Très bien, voilà. Donc, effectivement, ils sont sous trois médicaments, mais il n'y a pas de diurétique. Donc, je ne peux pas dire HTA résistante. Hein. Donc, il faut 3 médicaments à dose optimale comprenant un traitement diurétique. Ici, ce n'est pas de diurétique. Cette proposition, je ne la prends pas. Non. Donc, quatrième, absence de baisse de la tension artérielle la nuit en MAPA. Donc, c'est un profil non deeper. Bon, c'est pas à votre niveau, mais on considère actuellement que les profils non deeper peuvent refléter une HTA secondaire, surtout le syndrome de l'apnée du sommeil. La quatrième position, atteinte d'organes sévères chez un patient avec une HTA récente. Alors? Oui. Très bien. Donc, en présence d'une atteinte, on a dit HTA sévère, avec atteinte sévère des organes cibles, une HTA résistante, une hypokaliémie et des indices cliniques, c'est les situations qu'il faut explorer. Bien sûr, une atteinte d'organes cibles chez un patient avec une HTA récente, c'est une indication à rechercher une HTA secondaire. Donc, je vous laisse quelques minutes si vous avez des questions et on lève la séance. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, une question particulière? Vous êtes là? Oui, docteur, on est là. Très bien. Est-ce qu'il y a une question? Apparemment, dans la discussion, il y a quelques questions. Il y a une étudiante qui a posé une question. Elle a dit que Oui. l'hypothyroïdie est à Oui. l'origine d'une HTA par quel mécanisme physiopathologique? D'accord. Donc, il faut savoir que l'hypothyroïdie, elle peut être source d'hypertension artérielle. Hein, d'accord. Le mécanisme exact, je ne peux pas vous le dire. Hein, d'accord. Hein, d'accord. C'est une affaire de métabolisme. Est-ce que c'est la bradycardie? Lorsqu'on a une bradycardie, vous savez que les diastoles, elles sont plus importantes. Et là, on peut avoir un remplissage plus important. Est-ce que c'est par ces dépôts qui peuvent se faire partout? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est central du fait du ralentissement du métabolisme? Ça peut être intriqué, hein, d'accord. Mais ce que je sais, c'est que l'hypothyroïdie, elle peut déstabiliser une hypertension artérielle particulièrement chez le sujet âgé et même chez le sujet jeune. Hein, lorsqu'on a un Hashimoto et le patient il présente une HTA, elle peut être déstabilisée par une hypothyroïdie. Chez le sujet jeune, elle est souvent symptomatique. On a le plus souvent la prise de poids. Chez le sujet âgé, souvent, elle est peu symptomatique. Donc, il faut la rechercher systématiquement et demander une TSH. Ça doit être une prescription large. Merci, docteur. Il y a une autre question. Est-ce que je peux vous la lire? Oui, bien sûr, allez-y. Il y a une étudiante qui pose une question. Elle nous a dit, est-ce qu'il faut une atteinte
bilatérale des artères rénales pour avoir une HTA ou il suffit d'une atteinte unilatérale? Très bien. Donc, l'atteinte unilatérale, elle va t'entraîner une hypertension rénovasculaire. Hein, d'accord. L'hypertension artérielle rénovasculaire, hein, d'accord. Le plus souvent, c'est une atteinte unilatérale. La question qui se pose, est-ce que chez ces patients qui ont une atteinte unilatérale, le fait de les revasculariser me corrige l'hypertension artérielle? Il y a 3 grandes études qui ont été faites, comparatives, randomisées. Donc, randomisées, comparatives, et ces études n'ont pas montré un bénéfice de revasculariser chez les patients qui étaient revascularisés. Ils n'ont pas vu moins d'accidents cardiovasculaires, etc. Donc, on dit que le bénéfice, il est incertain, hein, d'accord, sauf deux situations. La situation du sujet âgé, surtout lorsqu'on a une sténose bilatérale, donc on aura des OAP, on appelle ça le flash syndrome récidivant. Donc chez ces patients, le fait de revasculariser, ça permet d'arrêter ces crises d'OAP. Et chez le sujet jeune, qui a une HTA récente et chez qui on retrouve une HTA rénovasculaire d'origine dysplasie fibromusculaire, chez ces patients, le fait de revasculariser, on a vu beaucoup de patients guérir. Hein, d'accord. C'est une pathologie rare, donc on n'a pas il n'y a pas beaucoup de cas, mais beaucoup de patients guérissent. Donc, les recommandations actuelles, qu'est-ce qu'elles disent? Chez le sujet jeune, on revascularise. Chez le sujet, même s'il y a une atteinte unilatérale, chez le sujet âgé, on revascularise si on a des crises d'OAP, hein, d'accord, répétées. Et oui, et pour sa question, l'HTA rénovasculaire, elle peut exister avec une sténose d'une seule artère rénale. D'accord, merci beaucoup, professeur. Il y a une autre question. Est-ce que je peux vous la dire aussi? Oui. Donc, il y a une étudiante qui dit que l'HTA dans les syndromes de Cushing, est-ce qu'elle est constante et est-ce qu'elle est paroxystique? Est-ce qu'elle est constante ou paroxystique? Voilà. C'est ça? Oui. Très bien. Donc, il faut savoir que l'hypertension artérielle dans le syndrome de Cushing, le plus souvent, elle est constante. Hein, d'accord? Elle est là. Hein, d'accord, et surtout, c'est des chiffres diastoliques qui sont élevés. Cependant, le patient, il peut avoir des pics tensionnels. Il peut faire des pics tensionnels. Mais l'hypertension artérielle, le plus souvent, elle est constante. C'est pas comme le phéochromocytome. Hein, d'accord, c'est des décharges adrénergiques, c'est une symptomatologie paroxystique, etc. Non. Dans le syndrome de Cushing, c'est une hypertension associée à un tableau clinique. Hein, d'accord? Et souvent, on voit pas beaucoup les choses. Mais lorsqu'on voit cette obésité, ces vergetures, etc., on pense à ça. Et c'est facile de faire juste le dosage du cortisol libre urinaire comme test de dépistage. Hein, d'accord. Ces patients, ils peuvent parfois faire des pics tensionnels, mais le plus souvent, ils ont une HTA constante. Allez-y. D'accord, merci. Et est-ce que toutes les HTA secondaires sont curables? Non, non, c'est pas toutes les HTA. C'est comment ça, toutes les HTA secondaires? Depuis le temps, on a débuté par ça. C'est pas, on a dit que non, hein, d'accord. C'est pas tout, j'ai mis les couleurs vert et grenat pour préciser, hein. Les verts, c'est seul où il y a une espérance de guérison, hein, d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que l'hypertension, dès qu'il y a l'hypertension, vous avez la néphroangiosclérose, qui est le retentissement parenchymateux de l'hypertension artérielle sur les petits vaisseaux rénaux. Et dès que vous avez cette néphroangiosclérose, cette néphroangiosclérose, elle va entretenir l'hypertension artérielle. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'on va agir précocement. Lorsqu'on a une étiologie secondaire guérissable, comme par exemple la dysplasie, comme par exemple le Cushing, comme par exemple le phéochromocytome, et on agit précocement avant cette néphroangiosclérose, on peut guérir le patient. Hein, d'accord? Mais c'est toujours à des proportions, à 30%, à 40%, à 60%. Hein, d'accord? Mais c'est jamais 100%. D'accord? Et on a dit qu'il y a des étiologies qui sont pas du tout curables, comme la néphropathie. On peut pas, c'est terminé là. L'hypertension associée à la néphropathie, elle va jamais guérir. D'accord? On peut juste la contrôler pour limiter l'insuffisance rénale. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, professeur. C'est bon?
Donc, apparemment, il y a une dernière question. Allez-y. C'était quelle est la conduite à tenir chez la dame qui était sous traitement antituberculeux et qui avait des chiffres tensionnels élevés? Donc, chez cette patiente, si on ne peut pas arrêter le traitement antituberculeux parce que c'est prioritaire chez la patiente, on va optimiser le traitement médicamenteux par des médicaments qui n'interfèrent pas avec les antituberculeux, hein, d'accord? Les antituberculeux, ils interfèrent uniquement avec le loxène, hein, d'accord? Donc, je vais changer. Donc, je peux mettre un diurétique, je peux mettre un alpha-bloquant, je peux mettre un inhibiteur, un antihypertenseur central pour contrôler l'hypertension les 6 mois ou les 9 mois qu'elle est sous traitement antituberculeux. Ensuite, je vais arrêter le traitement et je vais reprendre le traitement comme initialement. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, professeur. En principe, c'est tout. Eh ben, j'espère que c'était clair. Et voilà, je vous enverrai la présentation par le biais de votre délégué. Donc, s'il vous plaît, joignez-moi votre email, hein, d'accord? Email pour que je puisse vous la partager. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Allez, bonne continuité. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.